Bienvenue dans le niveau 26 de la série Ethernote, qui s'appelle Double Entry Point. Le but de ce niveau est de construire un bot Forta qui va émettre une alerte au moment où une erreur se produit dans le contrat. En fait, on va voir que dans le contrat intelligent, dans un des contrats intelligents juste en dessous, il y a une faille de sécurité et qu'il est possible de drainer le contrat CryptoVolt de ses jetons DET. Donc en fait, là, le contrat CryptoVolt, il possède 100 jetons DET et 100 jetons LGT qui viennent du contrat Legacy Token. Ah oui, je l'ai pas dit, mais les jetons DET, ils viennent du contrat Double Entry Point. Ah oui, je l'ai pas dit, mais les contrats DET, ils viennent du contrat Double Entry Point. Donc là, la consigne dit que, en fait, le contrat CryptoVolt, il possède une fonction Sweep Token et que cette fonction permet de retrouver ou de retrouver les jetons qui sont bloqués dans un contrat. Donc comme je l'ai dit au début, le but de ce niveau est d'empêcher le contrat CryptoVolt de se faire drainer ses contrats, ses jetons. Et pour cela, on va devoir faire un bot Forta. Donc passons maintenant aux indices. Donc le site nous donne un indice, à savoir comment est-ce que le double entry point marche pour un contrat de jetons. Donc un token contract. Moi, j'ai pas mis d'autres indices sur le Notion. J'ai juste remis, voilà. J'ai juste remis l'indice du site, donc comprendre le problème de double entrée pour un contrat token. Donc maintenant, on va faire l'analyse du code. Mais avant de... Et après, je t'expliquerai comment ça marche, en fait, comment le bug dans ce niveau marche. Et puis, on essaiera de le résoudre. Donc, c'est parti. J'ai fait des screens sur le Excalibro. Donc, ça, c'est pour juste après. Donc, on importe, le niveau importe tout d'abord le contrat Ownable et ERC20. On les a vus dans d'autres niveaux, mais Ownable permet de gérer tout ce qui est owner du contrat, donc à qui appartient le contrat intelligent. Et le contrat ERC20 permet de faire un jeton qui respecte les normes ERC20 ou EIP20. Donc on a pas mal d'interfaces au début, à savoir Delegate ERC20, qui donc un contrat qui hérite de ça doit forcément contenir la fonction Delegate Transfer. L'interface pour eDetectionBot, qui dit que un contrat qui hérite de cette interface doit forcément avoir cette méthode, donc c'est-à-dire handle transaction. Ensuite, l'interface eForta, un contrat qui hérite de eForta doit implémenter set detection bot, notify et raise alert. Donc ça, en fait, c'est la particularité de ce niveau, c'est le fait que on va utiliser finalement le Forta. Et Forta, c'est bon, je sais pas trop comment expliquer ça, mais Forta permet en fait de faire voilà, c'est ça, c'est Forta Network. Ça permet de faire en fait des contrats intelligents qui analysent entre guillemets que tout se passe bien dans un contrat intelligent. Donc voilà, donc c'est en rapport avec la sécurité des contrats. Ensuite, le contrat Forta, du coup, il hérite de eForta comme on vient de voir, l'interface eForta. Et il implémente deux variables. La première, c'est Users Detection Bots, qui est un mapping d'adresse ayant comme valeur une adresse, et cette adresse sera un contrat de type eDetectionBot. Et ensuite, la deuxième variable, c'est BotRaisedAlert, qui est aussi un mapping, et cette fois, qui permet de définir le nombre d'erreurs pour une adresse, par adresse. Il implémente du coup les trois fonctions comme dans l'interface, c'est-à-dire setDetectionBot qui permet, en fonction de l'adresse passée en paramètre, de définir
un bot pour un utilisateur. Donc user detection bot de message.sender égale detection bot de detection address, detection bot address. Ensuite, la fonction notify prend en paramètre l'utilisateur, donc l'adresse de l'utilisateur, et un message data qui sera en byte. Et elle dit si l'utilisateur, donc si le user n'a pas d'adresse pour son bot associé, alors on retourne la transaction sans rien faire. Sinon, on essaie d'exécuter la méthode handle transaction en passant en paramètres user et message data. Et en fait, cette ligne ici, c'est un appel à la fonction handle transaction du contrat intelligent qui joue le rôle de robot pour l'utilisateur. Et enfin, la dernière fonction, c'est raise alert qui prend une adresse qui est l'utilisateur et qui dit que si l'adresse de users detection bot de user est différente du message.sender, alors je retourne tout simplement la transaction. Sinon, j'augmente le nombre d'alertes pour le message.sender de 1. Et en fait, cette ligne ici dit que le message.sender, donc c'est-à-dire le contrat qui exécute la fonction raise alert, doit forcément être différent. Doit forcément être égal, pardon, à l'adresse du robot de l'utilisateur, donc du bot de l'utilisateur. Passer un paramètre. Et comme ça permettra d'incrémenter le nombre d'alertes du robot de l'utilisateur en question. Ensuite, le deuxième contrat est CryptoVault, qui a deux variables. La première, c'est Swift Token Recipient, qui est en fait le destinataire. Donc, le destinataire dans ce cas, ça va être qui reçoit les jetons quand la fonction swept est exécutée. Et on peut voir dans le constructeur que cette variable est définie à la valeur du récipient, donc du destinataire de base quand le contrat est déployé, quand le contrat CryptoVault est déployé. Et dans ce cas-là, ça va être la valeur de legacy token. Ensuite, la deuxième variable est underlying. Et dans notre cas, cette variable aura la valeur du double entry point. Donc underlying pointe vers le double entry point. Enfin, underlying a comme valeur l'adresse du double entry point. Contrat qu'on verra juste après. Ensuite, on a une fonction set underlying qui permet de changer la valeur de set underlying. Et enfin, la dernière fonction de ce contrat, c'est sweep token, qui prend en paramètre un token du type ERC20, donc une adresse. Cette fonction a deux lignes. Dans la première ligne est un require qui permet d'éviter de pouvoir transférer des jetons DET au contrat sweep token recipient. En fait, comme je l'ai dit, underlying, comme c'est le contrat qu'on verra juste après, c'est-à-dire double entry point, ça permet d'éviter que l'adresse qu'on passe en paramètre soit égale à l'adresse underlying. Et ensuite, si cette condition passe, on va transférer les jetons du type token à l'adresse de swept tokens recipient et on en transfère token.balanceOf adresse de 10. Donc ça veut dire qu'on va transférer tous les jetons tokens que le contrat actuellement, donc c'est-à-dire que le contrat CryptoVault possède. Et on va les transférer à swept token recipient, c'est-à-dire à legacy token. Parce que ici, swept token recipient et legacy token. Donc on passe maintenant à ce contrat-là. Il hérite du jeton du contrat ERC20 pour dire que c'est un jeton ERC20. Donc son nom est Legacy Token et son abréviation est LGT. Et il hérite aussi de Ownable. Donc ça permet d'avoir un owner au contrat, donc un propriétaire au contrat. Et donc d'avoir le modifier only owner.
Ce qui signifie que là, cette fonction pourra être exécutée uniquement par le propriétaire du contrat euh, défini grâce à Onable. Maintenant, ce contrat possède une variable qui est delegate et cette variable va définir une adresse qui permettra de déléguer le transfert de jetons qu'on verra juste après. Ensuite, il y a une fonction mint qui permet du coup de créer des tokens legacy tokens et uniquement exécutable par le owner. Puis la fonction delegate to new contract, donc ça permet de définir la valeur de delegate. De base, c'est l'adresse de 0, mais là, ça veut dire qu'en gros, dès que on voudra mettre à jour le jeton, ou plutôt faire en sorte que le jeton délègue à un autre jeton la fonction transfert qu'on va voir juste après, eh bien, on va appeler cette fonction avec la nouvelle valeur, du coup, la nouvelle adresse à déléguer. Et donc maintenant, dans la fonction transfert qui prend en paramètre to et value, on peut voir qu'il y a un if qui dit si l'adresse delegate n'est pas définie, donc c'est-à-dire est égale à l'adresse de 0, alors je retourne super.transfert de to value, de to et value. Donc ça dit, je transfère, j'appelle la fonction parent transfert, contenue du coup dans ERC20, elle n'est pas contenue dans Onable mais dans ERC20, et je transfère à to la valeur value. Donc finalement, c'est juste un transfert normal quand le delegate n'est pas défini. Par contre, maintenant, si delegate est défini, cela signifie que la fonction va retourner la valeur de delegate.delegateTransfer en passant en paramètres toValue et message.sender. Donc, elle va déléguer le transfert de jetons au contrat intelligent delegate qui est censé être le nouveau contrat intelligent, le nouveau token finalement. Enfin, on a le contrat Double Entry Point qui hérite du jeton ERC20 aussi, donc il s'appelle Double Entry Point Token et il y a comme abréviation DET. Il hérite de Delegate ERC20, donc si je retourne au début du code, le contrat doit implémenter du coup la fonction Delegate Transfer. Et enfin, il hérite aussi du contrat Onable, donc il aura aussi un propriétaire. Cette fois, le contrat définit 4 valeurs, 4 variables. CryptoVolt, donc ce sera l'adresse du contrat CryptoVolt qu'on a vu juste avant, ici. Player, donc ça c'est l'adresse du player dans le niveau. Finalement, ce sera, pour moi, ce sera cette adresse-là, donc mon adresse. Delegated from, ce sera l'adresse du contrat Legacy Token. Et Forta, qui sera l'adresse du contrat de type Forta, enfin du contrat Forta, juste ici. Il existe un constructeur qui prend en paramètre toutes les variables, enfin toutes les valeurs des variables que je viens d'expliquer, et qui va mint un total de 100 Ethers, et qui va les transférer à CryptoVolt. Donc en gros, donc finalement, cette ligne permet de transférer 100 jetons à l'adresse de CryptoVolt, donc au contrat CryptoVolt. Ensuite, il y a deux modifiers. Le premier est only delegate from, et il nécessite que la variable de message.sender soit égale à l'adresse de delegated from. Donc, le message.sender doit être égal à la valeur de l'adresse du legacy token passé dans le constructeur. Ensuite, il y a le modifier Forta Notify. Donc ça, c'est spécifique à Forta. Et en gros, c'est ce qui permettra d'émettre une erreur lorsque notre bot aura détecté l'erreur, aura détecté un problème finalement. Et ici, la détection se fera avec forta.notify. En fait, tout d'abord, le modifier va prendre l'adresse du bot avec forta.usersDetectionBot de player. Donc, player, c'est user finalement. Si je retourne dans le contrat d'avant. UsersDetectionBot
c'est un mapping ayant pour clé une adresse, enfin ayant pour clé des adresses ayant pour valeur des adresses de type eDetectionBot. Donc là, donc là plutôt, cette valeur me retourne une adresse de type eDetectionBot que je transforme en adresse tout court et que j'enregistre dans la variable DetectionBot. Ensuite, j'enregistre dans la variable PreviousValue le nombre d'erreurs que le bot a actuellement émis. Puis j'exécute la fonction Notify du contrat Forta en passant en paramètre player, donc dans mon cas mon adresse ici, et en passant aussi message.data. Ici c'est important ça. Je vais expliquer plus tard comment en fait tout ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette ligne-là. Et donc si on retourne dans Notify, dans le contrat Forta, on peut voir du coup ici que le user ce sera moi, ce sera mon adresse dans mon cas, et que si j'ai pas défini de robot, ça retourne, et si j'en ai défini un, ça va exécuter la transaction handle transaction de ce robot, parce que le robot est un contrat. Et enfin, la dernière ligne permet de du coup de revert la transaction si un problème est survenu, donc si le bot a émis une alerte en plus. Enfin, je vais terminer cette analyse du code avec la fonction delegateTransfer qui prend en paramètre to, value et orixSender et qui a en modifier onlyDelegateFrom. Donc cette fonction peut être exécutée uniquement par le contrat delegatedFrom, donc c'est-à-dire le contrat legacy token. Et en plus de ça, la fonction exécute le modifier FortaNotify. Donc je viens juste de l'expliquer ça, mais ça permet de faire notre bot. Donc finalement, on va mettre un bot pour détecter que la fonction delegateTransfer se passe correctement. Ensuite, la fonction va exécuter la méthode -transfert. Donc ça vient du contrat ERC20, en passant orixSender en from, en to la variable to et en value la valeur de value. J'ai mis ici tu peux voir la fonction transfert. Donc, sur le site, sur le GitHub d'OpenZeppelin, on peut voir ce que ça fait. Donc transfert va transférer de l'adresse from à l'adresse to une valeur value. Voilà pour l'analyse du code. Donc maintenant, on va passer aux explications du double entry point. Donc, on peut faire ce niveau sans comprendre le bug en question, mais je pense que c'est plus intéressant de comprendre comment le bug finalement se déroule. Donc voici comment le bug se déroule. L'attaquant va exécuter la méthode sweepToken du contrat CryptoVault. Il va passer en paramètre, donc en token, l'adresse du legacy token, ce qui signifie que CryptoVault ici va exécuter la méthode transfert token.transfert du contrat legacy token. Parce que ici token, du coup, ce sera legacy token et underlying ce sera double entry point. Donc le premier require il passe, ok c'est bon, je vais faire ok là, voilà. Et ensuite on va transférer au contrat sweep token recipient, c'est-à-dire au contrat legacy token, le nombre de jetons actuels que le contrat a de l'adresse passée en paramètre, c'est-à-dire du jeton passé en paramètre. Sauf que dans ce cas-là, on a vu que legacy token et le jeton passé en paramètre. Donc dans notre cas, on sait que le contrat a 100 jetons LGT. Ici, donc ça va retourner 100.
Ça va retourner l'adresse de legacy token, et ça va exécuter la fonction transfert de legacy token aussi, parce que token est legacy token. Ensuite, voilà, donc on transfère au contrat legacy token des jetons double entry point. Ça, c'est le but de l'attaque en fait. Je l'ai mis, mais ça, c'est le but de l'attaque, de transférer des double entry points. Donc voilà pour l'étape 2. Maintenant, on va passer à l'étape 3 de l'attaque, c'est-à-dire que la ligne qui va être exécutée est delegate.delegateTransfer de toValue et message.sender, parce qu'en fait, du contrat double entry point. Parce qu'en fait, si je retourne dans le code, on peut voir ici que du coup, la fonction transfert du jeton legacy token a été exécutée, et la fonction transfert contient cette condition-là, qui n'est pas passée du coup parce que notre contrat delegate ici est déjà défini. On sait que le contrat delegate est l'adresse de double entry point. Donc ça va exécuter cette ligne-là. Et donc quand je retourne à mon schéma, ça va dire, en fait, j'exécute la méthode delegateTransfer du contrat double entry point en passant en paramètre legacy token en tout, volt balance en value. Donc volt balance, ça va être la valeur ici, qu'on a retourné ici, que ça a retourné ici. Et en troisième paramètre, message.sender, c'est-à-dire l'adresse de CryptoVolt. Et ensuite, quand on regarde la fonction delegate transfer du contrat double entry point, donc je vais faire ça tout de suite, on peut voir que ça exécute du coup la méthode transfert, la méthode transfert de ERC20. Ce qui signifie que ça va passer en paramètre ORIC-sender to et value. Et ORIC-sender, c'est le troisième paramètre ici. To, c'est le premier paramètre ici. Et value, c'est le deuxième paramètre ici. Donc ça donne, on va transférer from CryptoVolt, donc depuis CryptoVolt, la valeur de Volt Balance à Legacy Token. Et comme on sait que ici, enfin c'est donné dans la consigne, mais comme on sait que le contrat CryptoVolt possède 100 jetons Legacy Token, en fait ça va transférer à l'adresse Legacy Token 100 jetons depuis le contrat CryptoVolt. Donc ça va drainer égale drain des jetons Legacy Token. Voilà pour le fonctionnement de l'attaque. Et comme je l'ai dit, du coup, on transfère au contrat des Legacy Tokens. On transfère au contrat Legacy Token des jetons double entry point, parce que en fait, ici, la méthode transfert était exécutée dans double entry point. Et en fait, c'est là d'où vient le bug. On peut penser que à cause du require ici, token différent de underlying, on peut pas transférer des jetons DET en passant l'adresse de legacy token, donc en passant l'adresse du jeton LGT, alors qu'en réalité, si, parce que le chemin fait qu'on arrive à transférer des jetons double entry point ici. Voilà, donc j'espère que tu as compris. Avant de passer à la suite, je tiens à te dire que tu peux regarder ce niveau, la solution de ce niveau à l'écrit si tu comprends pas certaines choses dans cette vidéo, via le Notion, donc le lien sera en description. Ensuite, j'ai aussi fait des quiz pour ce niveau, donc c'est avec le lien Brainscape, toujours dans la description. Et enfin, si tu débutes dans le développement blockchain et que tu souhaites être coaché, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Je pense que je l'ai pas encore annoncé au moment où cette vidéo sortira, mais je pense changer mon offre et faire en fait une communauté de développeurs blockchain, parce qu'en fait, je me dis que ça peut être mieux d'avoir une communauté où tous les gens qui rejoignent peuvent interagir. Donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description.
Voilà, donc j'en parlerai ça de la communauté dans une autre vidéo, je pense, dans, dans une semaine par rapport à la date de sortie de cette vidéo-là. Donc maintenant, je vais continuer et je vais passer à la solution du niveau. Donc là, le but va être de trouver la position de Oryxander dans le message data transféré. En fait, je dis ça parce que quand on regarde la fonction delegateTransfer, on sait ici que dans le bug, on va transférer à Oryxander, c'est-à-dire à l'adresse de CryptoVault, la valeur value à l'adresse tout, donc à l'adresse de Legacy Token. Et notre bot ici, quand on regarde le modifier, on peut voir qu'on va passer le message.data. Et le message.data, c'est le call data de la transaction, c'est-à-dire qu'il va contenir les paramètres ici, qu'on a définis ici. Forta.notify va transférer à mon robot la valeur de message.data, ce qui signifie qu'on pourra connaître la valeur de tout, la valeur de value et la valeur de Oryxander lorsque la transaction delegate transfer est exécutée. Grâce à ça, on va, on va pouvoir trouver, on va pouvoir comparer la valeur de Oryxander à l'adresse de CryptoVault. Et si elle est égale, du coup, si la valeur de Oryxander est égale à la valeur de l'adresse de CryptoVault, on saura que là, eh ben en fait, euh, il y a quelque chose qui se passe mal dans le contrat et, euh, et on va devoir émettre une erreur. Maintenant, je vais t'expliquer comment trouver la valeur de Oryxander dans le message data. Donc pour résumer ça sous forme de screenshot, Oryxander doit être différent de l'adresse du contrat CryptoVault parce que ici, Forta Notify récupère le message.data et donc on va faire un bot, mais pour que ce bot marche, il faut qu'il récupère la valeur de Oryxander dans le call data en trouvant sa position. Et la position, on va la mettre du coup à la main parce que le call data changera pas théoriquement, il y aura toujours les mêmes la valeur du Oryxander sera toujours au même endroit dans le message.data. Mais pour réussir ça, il faut comprendre comment l'appel à une fonction est encodé parce qu'en fait, j'ai mis le lien ici vers la documentation Solidity. Si j'y pense, je le mettrai dans la description. Ce que ça dit, ah bah je l'ai là le lien. Et en fait, ce lien permet de t'expliquer comment les arguments sont encodés lors de l'appel à une fonction. Donc on va voir tout de suite comment ils sont encodés. En fait, la valeur de l'encodage est contenue dans le message.data en Solidity. Et pour la fonction handleTransaction, il va comprendre le sélecteur de la fonction du coup handleTransaction, transaction. À la suite, il y aura le premier paramètre, c'est-à-dire user encodé. Et enfin, à la suite, il y aura le deuxième paramètre encodé, c'est-à-dire message data. Et donc, euh, ça équivaudra au message.data de la fonction, mais de la fonction, ah, mais de la fonction delegateTransfer. Donc, ce message.data, il comprendra le sélecteur de la fonction delegateTransfer. Donc, je l'ai mis juste là. Le sélecteur de la fonction delegateTransfer, puis le premier paramètre de cette fonction, puis le deuxième paramètre, puis le troisième paramètre. Voilà les explications pour la valeur du message.data dans la fonction handleTransaction de notre robot. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve la valeur, comme je l'ai dit, de Oryxander dans message.data. Donc c'est-à-dire dans le deuxième paramètre. Et pour cela, il faut il faut au préalable comprendre comment est encodé l'appel à la fonction et que contient message data.
Donc, une fonction est encodée de cette manière. On va d'abord avoir le sélecteur de la fonction tout court, dans les 4 premiers octets. Donc, à la position 0 se trouvent les 4 premiers octets de la fonction, du sélecteur de la fonction handleTransaction. Ensuite, on va avoir les paramètres. User est un type fixe, donc on va avoir les 32 prochains octets qui sont égaux à la valeur du message du user. Dans mon cas, j'ai mis mon adresse, donc ça c'est mon adresse. Il est de taille 32 et il démarre à la position 4 en hexadécimal. Correspond au premier paramètre, donc user. Ensuite, on va avoir le deuxième paramètre, c'est-à-dire message.data. Message.data, comme tu peux le voir ici, il est de type byte. Byte est donc dynamique. Il va donc devoir suivre une règle précise d'encodage qu'on peut retrouver dans la documentation ici que je t'ai montré tout à l'heure. Et ils ont un exemple, c'est celui-là. Dans le chapitre Use of Dynamic Types, tu peux voir ici que ils ont fait un exemple d'encodage pour une fonction qui a 4 paramètres, dont un byte. Donc je vais te résumer ce que ça dit. Et ce que ça dit pour les types dynamic byte, c'est que à la position du paramètre, on va stocker la position du paramètre dynamique. Donc, les 32 octets qui suivent et qui représentent le deuxième paramètre vont contenir la position où justement est stocké le deuxième paramètre dynamique. Il est de taille 32 et démarre à la position 0,24. Et sa valeur, et pour trouver sa valeur du coup, il faut juste voir où est-ce que sa valeur est stockée dans ce call data. Et là, on sait que il n'y a plus de paramètres et il n'y a qu'un seul paramètre dynamique. Donc maintenant, c'est là où seront stockés les paramètres dynamiques de la fonction. Et comme on n'en a qu'un seul de paramètre dynamique, on sait que là, à la suite, donc à l'emplacement 0,44, se trouvera la longueur du deuxième paramètre. Pourquoi? Parce que la valeur du type dynamique byte doit d'abord avoir 32 octets contenant la longueur de cette valeur, et ensuite on aura la réelle valeur de ce deuxième paramètre. Donc tout ça. Voilà. Donc je vais expliquer à la suite comment ça marche. La longueur du deuxième paramètre est de 64 en hexadécimal, parce que 64 équivaut à 100 en décimal, c'est-à-dire que le paramètre message-data a une longueur totale de 100 octets. Et on sait que ça a 100 octets parce que message-data représente ça ici. C'est-à-dire le sélecteur de la fonction delegate transfert sur 4 octets. Le premier paramètre, tout, c'est-à-dire une adresse sur 32 octets. Puis le deuxième paramètre, un value qui est un UIN 236, donc pareil sur 32 octets. Et enfin le troisième paramètre, Auric Sender, qui est pareil sur 32 octets. Donc 32 plus 32 plus 32 plus 4, c'est égal à 100. 100 converti en hexadécimal, ça donne 64. Donc on sait que la longueur du deuxième paramètre est de 100 octets. Maintenant, j'ai pas précisé juste avant, mais pour trouver la position du deuxième paramètre, en fait, il faut juste regarder le début du coup de ce deuxième paramètre. Et, le deuxième paramètre, si je vais faire en rouge, on sait que c'est ça. Mince, transparent. On sait que c'est tout ça là, ou plutôt tout ça. Donc on connaît sa position, c'est-à-dire 44. Donc, sauf que une règle d'encodage en Solidity fait que pour remplir la position d'un paramètre, il faut prendre du coup sa position, moins 4, parce que les octets du sélecteur de la fonction ici
du sélecteur de la fonction sont ignorés, c'est-à-dire 0x44. Et à cette valeur, on va soustraire 4, donc moins 4, ce qui donne 0x40. Pourquoi on soustrait 4? Parce que c'est une règle d'encodage de Solidity. Pour trouver la position d'un des paramètres, il faut regarder sa position actuelle dans le call data, c'est-à-dire 0x44, et soustraire 4 qui correspond à la taille du sélecteur de la fonction passée au début du call data, c'est-à-dire cette valeur-là. Donc on a 40 en hexadécimal. Donc on sait ici que le deuxième paramètre commence à la position 40. Et 40 en décimal, ça donne 64. Donc 2 fois 32. Voilà, donc maintenant on peut regarder la valeur des paramètres ici que j'ai encadré en rouge, c'est-à-dire du message data transféré en paramètre. Et du coup, il comprend la première valeur du second paramètre, c'est-à-dire le sélecteur de la fonction delegate_transfer. Ensuite, on aura la deuxième valeur du deuxième paramètre de la fonction handle_transaction, c'est-à-dire la valeur de tout. Donc là, j'ai mis un exemple de tout. Ensuite, on aura la troisième valeur du deuxième paramètre, c'est-à-dire 1, 2, 3, la value. Donc là, j'ai mis un exemple de value, je pense. Ah oui, je pense que ça correspond à 100 jetons, donc c'est-à-dire 100 puissance 18. Non, 10 puissance 18. Non, 100 fois 10 puissance 18. Oui, donc voilà. Et enfin, la dernière valeur, ce sera la quatrième valeur du deuxième paramètre, donc Oryxander. Et enfin, on rajoute du padding ici. Donc ça, c'est à la fin du message.data, parce que c'est la règle d'encodage. Honnêtement, j'ai encore un peu du mal avec le padding. Donc, si t'as une explication qui est claire, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Ça m'aidera aussi. Mais en gros, c'est pour que, en ignorant les 4 octets ici, le reste de la transaction soit un multiple de 32. Donc, comme tu peux voir ici, dans l'exemple, en fait, il faut qu'il y ait que des 32 bits, que des 32 octets, pardon. Bon, du coup, grâce à ce schéma, ben, on a la position de tous les paramètres du message data transféré en paramètres. Et on peut voir ici que la valeur de Oryxander dont on souhaite trouver est positionnée à la valeur 0x8. Donc c'est cette valeur-là. Donc ça veut dire que notre bot ici, il va devoir prendre la valeur dans le call data à l'emplacement 0x8, donc à 8 en hexadécimal, afin de retrouver la valeur de Oryxander. Et ensuite, il comparera cette valeur à l'adresse du contrat CryptoVolt. Et si c'est égal, il émettra une erreur. Et donc, le modifier Forta émettra une erreur. Voilà, donc maintenant, comme je l'ai dit, l'étape 3 est de faire le bot. Donc pour cela, on va se rendre dans Remix. Et je vais te montrer la solution étape par étape. Voilà, je suis dans Remix, donc j'ai créé mon contrat intelligent. Enfin, j'ai créé le fichier pour le contrat intelligent. Et je vais juste copier l'entête de base. Voilà, donc ça va être notre entête. Et maintenant, on va faire le contrat de notre bot. Donc on va faire contract. Je vais l'appeler double entry point bot. Donc en gros, je rajoute juste bot à la fin de double entry point. Ce contrat-là doit être de type, enfin doit hériter de iDetectionBot. Donc iDetectionBot, c'est une interface que je vais copier de là. Voilà. Et en fait, ça permet de dire que le contrat double entry point définit les mêmes fonctions que iDetectionBot, c'est-à-dire handle transaction, pour que ça marche correctement. Donc ce contrat aura tout d'abord une variable de type adresse
que je vais appeler, qu'on va appeler CryptoVolt address. Et donc cette valeur-là, on, on l'initialisera dans le constructeur par la valeur de CryptoVolt. Ensuite, pour la deuxième variable, eh bien, il faut qu'on ait l'adresse du contrat intelligent Forta. Parce que, ici, donc si je retourne dans le code, on veut que notre robot, il appelle la fonction raiseAlert du contrat Forta. Et donc, pour retrouver, pour avoir les mêmes, la même interface que Forta finalement, ben on va y inclure l'interface iForta. Donc je copie-colle iForta, voilà. Maintenant je peux définir la variable Forta, donc de type iForta. Et on va faire le constructeur qui va prendre en paramètre en première adresse Forta adresse, donc je vais mettre CryptoVolt adresse, donc CryptoVolt address, et en deuxième paramètre, l'adresse du contrat Forta. Je vais enlever ça, voilà, c'est mieux. Et maintenant, on peut définir CryptoVolt address égale CryptoVolt address avec un tiré du bas. Et ensuite, Forta égale iForta de tiré du bas Forta adresse. Voilà. Donc là, l'erreur, c'est que on n'a toujours pas implémenté la fonction handle transaction de l'interface. Donc, on va le faire tout de suite. Function handle transaction address user byte call data message data. External entrée. Donc voilà pour la première étape. Maintenant, on veut retrouver l'adresse de Oryxsender dans le paramètre message data, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec cet énorme tableau là. Donc ça veut dire qu'on va devoir retrouver dans le call data la valeur de Oryxsender, et on sait qu'elle est située à l'adresse, à la position A8. Et pour cela, on va utiliser le mot-clé assembly, donc qui nous permet de rédiger du code assembleur, ou plutôt du code en YUL, mais c'est la même chose au final, c'est comme si on faisait de l'assembleur. Mais avant, on va définir une fonction de type adresse qu'on va appeler Oryxsender. Et maintenant, on va dire que cette variable, Oryxsender, prend la valeur, donc 2 points égales en assembly, cal data load. Donc ça permet de prendre le call data de la transaction et de charger les 32 octets à la position passant paramètre. Donc là, ici, ça va être position. Et dans notre cas, la position est 0x parce qu'on est en hexadécimal, A 8 parce que, comme on l'a vu, du coup, c'est ça. Et donc, call data load permet de charger les 32 octets à partir de cette position, donc tout ça, donc la valeur de Oryxsender. Maintenant, on veut comparer l'adresse trouvée avec la valeur de l'adresse de CryptoVolt adresse, et si elle est égale, enfin si les deux sont égales, donc égal Oryxsender, alors je vais devoir émettre une alerte. Et pour émettre une alerte, il faut utiliser forta.raiseAlert de user. Et user, du coup, c'est juste le paramètre ici. Forta, voilà.
forta.raiseAlert de user, quand je retourne dans le code, va incrémenter le nombre d'alertes émis par message.sender, c'est-à-dire du contrat de mon bot, enfin de notre bot. Et grâce au modifier Forta Notify, ça va voir que ici, forta.bot raised alert to not bot aura une plus grande valeur que previous value, parce que entre temps, on aura incrémenté la valeur de le nombre d'alertes finalement. Voilà, donc il reste plus qu'à déployer le bot. J'utilise MetaMask. Maintenant, il reste plus qu'à déployer le bot en passant dans le constructeur l'adresse de CryptoVolt. Donc pour cela, on va aller dans la console de ce site. On va faire contrat.cryptovolt comme ça. Ah, j'ai oublié le await. Et on veut aussi l'adresse du contrat Forta, donc contract.forta. Je copie la première adresse, je la colle ici, et je colle dans Forta adresse la valeur de Forta, voilà. Et maintenant, je peux déployer mon contrat intelligent. Et ensuite, il nous restera plus qu'à... il nous reste plus qu'à... Ah oui. Ensuite, il va falloir qu'on dise au contrat Forta que là, on a bel et bien un bot qui est déployé. Donc maintenant, on doit enregistrer notre robot en tant que robot sur le contrat Forta. Donc pour cela, on va utiliser la fonction setDetectionBot de Forta. Mais comme tu peux le voir avec contract.abi, j'ai oublié un A, ce sont les fonctions qui définissent, enfin qui correspondent au contrat double entry point. Donc on va devoir faire une transaction à la main avec le point sendTransaction. Donc on va préparer la transaction maintenant. Donc on va définir la signature de la fonction sous forme de JSON, parce que Web3.js accepte ce format. Donc je vais appeler JSON interface equals. Je vais copier-coller ce que j'ai fait dans le Notion. Voilà, donc c'est une fonction, donc type function, name setDetectionBot, qui prend paramètre une adresse, donc adresse ici, qui a pour nom DetectionBot adresse, ici. Ensuite, je vais copier l'adresse du contrat intelligent déployé, c'est-à-dire du robot qu'on va enregistrer, et le passer dans une variable bot adresse, comme ceci. Et étant donné que c'est le paramètre, on va devoir le mettre dans un tableau. Donc params égale un tableau avec la valeur de bot adresse. Voilà. Maintenant, on veut encoder l'appel à la fonction avec la méthode Web3.js encode function call. Et pour cela, on va faire encoded function call. Ça, c'est le nom de la variable qui stockera l'encodage finalement de l'appel à la fonction, égale web3.eth.abi.encode function call. On va passer en paramètre dedans tout d'abord JSON interface et donc la signature de la fonction et ses paramètres sous forme de tableau. Donc params. Ça nous donne ça. Voilà. Donc là, tu peux voir que ça, c'est le sélecteur de la fonction setDetectionBot. Et ensuite, ça correspond au premier paramètre, c'est-à-dire l'adresse passée, sur 32 octets. Il ne reste plus qu'à récupérer l'adresse de Forta pour faire la transaction sur le contrat. Donc, on va faire Forta égale await contract.forta entre parenthèses. Donc, le getter de la variable Forta du contrat double entry point.
Puis on va faire la transaction. Donc web3.eth.abi, non, .eth.sendTransaction. Et sendTransaction prend en argument un objet qui contient from, donc from player parce que c'est là ça va être nous qui effectuons la transaction, to, du coup l'adresse de Forta, plutôt l'adresse du contrat Forta. Mince. Bon là j'ai pas fait exprès, j'ai exécuté la transaction, mais c'est pas fini, il manque plus qu'à passer le data. Je vais cancel ça, voilà. Et en dernière propriété, ça va être data, qui contient l'appel à la fonction, je l'ai plus là, à la fonction setDetectionBot avec le paramètre qu'on veut. Donc encoded function. Voilà. Je l'avais appelé encoded function call, mais on va juste dire encoded function ici. Entrée, ça va exécuter du coup l'enregistrement du bot. Et là, à partir de ce niveau-là, dès que quelqu'un essaiera de transférer, enfin de drainer le contrat CryptoVolt, ça mettra une erreur. Et donc, je peux soumettre l'instance parce que le niveau est théoriquement réussi. Et voilà, niveau réussi.